Partie numéro 4, donc contrôler les hypothèses de dysfonctionnement. Alors, inutile de vous dire que autant la partie numéro 3 c'était important pour l'obtention de votre bac, c'est-à-dire que on attache beaucoup d'importance à la partie numéro 3, autant la partie numéro 4 c'est quasiment là où se joue votre bac. Pourquoi? Parce qu'en fait l'épreuve c'est le diagnostic et là on est vraiment en train de rentrer dans le diagnostic. Donc première chose que l'on est en train de vous demander ici, c'est énoncer sous forme d'un tableau la liste des mesures et des contrôles que vous allez effectuer. Alors évidemment, on va utiliser donc le diagramme de cause à effet que l'on a fait précédemment et on est supposé, avant de faire cette étape, avoir listé les hypothèses de dysfonctionnement. Non seulement listé, mais aussi hiérarchisé, c'est-à-dire en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3. Donc, on va toujours prendre un exemple. Ce qu'on vous demande finalement de faire ici, c'est toutes les hypothèses que vous avez fournies, hein, donc c'est-à-dire que vous avez mis dans l'ordre, hein, et bien vous allez marquer le nom de votre contrôle, qu'est-ce que vous vérifiez comme hypothèse, et quel outil vous allez utiliser, tout simplement. Pour chaque contrôle, pour le numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3, etc., etc. Ensuite, détailler la mise en œuvre des essais et des contrôles. Alors ça, c'est c'est un peu pénible en général pour les élèves, mais il faut savoir que c'est très important pour nous enseignants. Donc là, pour chaque essai, donc pour chaque contrôle, pardon, eh ben, vous allez détailler, argumenter, expliquer à l'aide donc de texte, donc par le texte, mais aussi par des photos, des schémas, si possible. Si vous n'en avez pas, bah, tant pis pour vous, mais parce que c'est plus simple quand même de s'appuyer sur des photos et des schémas. Mais voilà. Donc le numéro 1, le numéro 2, le contrôle numéro 2, numéro 3, etc., etc. Donc vous listez tous les contrôles que vous avez à faire. C'est pour ça que on vous demande à chaque fois d'utiliser donc les notices d'utilisation des entreprises au maximum, parce qu'en général dans les entreprises vous en avez, elles vous sont proposées, ou même si on vous les propose pas au moment de l'intervention, vous pouvez les demander. Normalement les entreprises ont toutes les notices euh, utiles pour faire une intervention ou pour faire un contrôle, des photos et des schémas. Voilà. À la fin, on va conclure avec précision l'élément défectueux. Alors comment? Eh bien, tout simplement par rapport au contrôle que vous avez fait, vous allez faire un tableau de relevé. Donc moi, ce que j'impose à mes élèves en général, hein, c'est ça. C'est faire la liste de tous les contrôles, la photo donc de l'outil qui a été utilisé, la valeur qui a été relevée et la valeur qui était exigée par le constructeur. Alors parfois, vous voyez ici par exemple, on a une petite différence, mais en milieu professionnel, on sait que 28 bars par rapport à les 30 bars exigés pour la contrôle basse pression du circuit hydraulique donc du tracteur, là, enfin, là on est en train de prendre l'exemple d'un tracteur, c'est correct. Mais quand on a une grande différence comme ça, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas bon. Alors à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on le souligne en rouge et ça nous indique en fait automatiquement quel est le problème et d'où vient-il. Et du coup, on va avoir quel est l'élément défectueux. Alors là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit qu'on peut avoir plusieurs problèmes. Là, on a un problème au niveau du joint du piston, on a un problème au niveau des disques d'embrayage et la commande PTO. Donc voilà, là on peut avoir trois problèmes. En général, dans un diagnostic, on ne met en avant qu'un seul élément, mais il se peut qu'il y en ait plusieurs. Ensuite, vous allez faire une étude précise de l'élément défectueux. Donc dans le tableau du résultat des contrôles en fait et des mesures que vous avez fait, vous avez forcément identifié un ou plusieurs éléments défectueux. Donc là maintenant on va présenter euh, comment qu'est-ce que c'est cet élément défectueux, où est-ce qu'il est situé, comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. Alors, pour ce faire, je vous propose donc un autre exemple, donc par exemple, qui je trouve est très bien fait. Là, ici, nous avions un problème sur le freinage, donc on a un véhicule qui tire un peu plus à droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On identifie sur un schéma global, alors bon, là,
il a un schéma qui est parfait, mais si jamais vous n'avez pas ce type de schéma, rien ne vous empêche de prendre en photo le véhicule, de faire des photos en disant, ben voilà, en entourant, voilà, ben mon problème, plutôt mon élément défectueux, il est localisé ici. Donc on localise l'élément défectueux. On fait une présentation donc du système global. Donc là, par exemple, c'est pas tout le freinage à l'avant qui pose problème, hein. Justement, il va nous montrer précisément un peu plus loin d'où vient le problème. Et là, ce qu'on peut faire, c'est eh ben, faire une présentation du freinage en général. Donc là, à faire avec votre professeur d'AFS. On s'approche un peu plus du problème. Donc, apparemment, le problème vient d'un des éléments de l'étrier. Eh ben, on présente une vue éclatée, ou une vue, ou alors une vue d'ensemble en fait, hein, de votre étrier avec des repères sur chaque pièce et on indique par un texte comment fonctionne donc cet étrier. On peut faire aussi un schéma cinématique si on veut, il n'y a pas de souci, pour expliquer plus facilement comment fonctionne l'étrier. Là, on nous indique normalement comment doit fonctionner correctement l'étrier. Le candidat a même surligné en rouge des surfaces pour indiquer qu'est-ce qui doit fonctionner ou pas et quel est l'élément qui dysfonctionne. Et à la fin, on fait donc une étude d'AFS avec son professeur d'AFS. Là, c'est ce que nous devons avoir comme valeur. Donc là, on est sur des ajustements. Et donc je maxi, je mini, etc. Et nous, ce que la personne a mesuré dans la réalité. Donc là, on nous indique que là, ce qui aurait été bien même, c'est de le surligner en rouge en disant que c'était hors tolérance. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'équilibre entre les plaquettes et le piston. Alors que là, ici, nous n'avons pas de problème. Donc côté droit, il y a un problème, côté gauche, il y a un problème. Ah, bizarrement, ça a freiné à droite, donc c'est normal. Et à la fin, on présente donc l'étrier qui posait problème et où est-ce qu'il y avait un problème au niveau donc de l'étrier. Donc voilà pour cette partie-là. Les causes possibles retenues, donc c'est à vous de le faire. Indiquer donc avec un schéma si possible l'endroit qui dysfonctionne. Donc par exemple ici, ben, on a pris une photo et on a indiqué, ben voilà, on voit très bien qu'il y a un problème sur l'étrier. Après démontage de l'étrier, on se rend compte qu'effectivement, bah, il y a des surfaces qui sont poreuses, voire abîmées. Et donc, c'est ce qu'on vous demande ici, de conclure les conséquences éventuelles sur un- sur des objets environnants à votre système d'études. Et voilà. Donc, on indique des choses. Alors, si possible, si vous avez donc des choses comme indiqué ici, vous les mettez, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Pareil, si vous n'avez pas de tableau de relevé, euh, comme l'a fait l'élève là sur ce tableau-là, hein, c'est pas grave. Vous les expliquez quand même en fait qu'il y a un problème quelque part. Et enfin, la remise de conformité. Donc vous faites une proposition de remise de conformité, c'est-à-dire que vous faites ce que l'on appelle un devis. Voilà, donc vous listez les pièces qui doivent être remplacées, comment est-ce qu'il faut qu'elles soient remplacées, euh, un tableau de prix si possible, et n'oubliez pas d'indiquer donc les produits nécessaires, par exemple pour certains sous-ensembles ou ensembles, on vous demande donc d'utiliser des produits particuliers. Je sais pas, il y a certains sous-ensembles qui nous imposent de vidanger des choses, par exemple.